Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui revient sur toutes les dernières actus comics en direct des États-Unis, les actus du côté des éditeurs français, mais aussi toutes les actualités ciné, télé et tout ce qui touche de près ou de loin à l'industrie des comics qui nous passionne et qu'on aime tant. Nous allons évoquer les différents sorties en version originale avec notamment Ultimate Spider-Man numéro 2, mais tout ça ce sera à la fin de l'émission. Nous allons parler de la nouvelle série Ultimate, nous allons parler de l'adaptation de Monica en film, l'énorme succès de Daniel Close chez Delcourt. Nous allons parler de la fin de l'ère Krakoa des X-Men et également du film The Crow et du film Joker. Tout ça dans cette émission. Ça commence tout de suite avec cette annonce qu'on attendait, qui avait été teasée, qui a même fuité. C'est la sortie d'un Ultimate Spider-Man, d'un Ultimate numéro 1, un Ultimate numéro 1, après le succès de Ultimate Spider-Man, le succès d'Ultimate Black Panther et bientôt la sortie d'Ultimate X-Men, et bien les Ultimates reviennent le 5 juin et c'est Dennis Camp, le scénariste, qui sera aux manettes avec Juan Frigueri, un nom que je massacre, mais un nom que bientôt peut-être vous connaîtrez par cœur. Ce sont des artistes que je connais mal, Dennis Camp et Juan Frigueri. Je les connais pas très bien parce que ce sont des auteurs qui sont en devenir. Juan Frigueri il fait du Iron Man notamment, et en fait je me dis que ces auteurs ils sont un petit peu comme Frank Whiteley et Mark Millar avant qu'on lise Authority. Voilà, c'est des auteurs qu'on ne voit pas venir et peut-être que c'est la prochaine révélation de Next Best Thing, comme on dit en Amérique. Donc on se réjouit du retour des Ultimates, puisque vous le savez, le retour de Ultimate Spider-Man a été un plébiscite, a été un succès. Petite parenthèse, vous le savez, je fais gagner des comics sur Original Comics. Une personne a déjà gagné le numéro de mon parrain, la bonne fée, qu'il recevra très bientôt. Il faut que je m'occupe des envois. Quelqu'un va gagner It's Lonely at the Center of the Earth. Nous allons faire le tirage au sort dans les prochains jours et la personne le recevra bien entendu. Et le comics que je ferai gagner la prochaine fois, le voici, le voilà. Mais ça n'a pas encore commencé. C'est Ultimate Spider-Man numéro 1, second tirage. Oh là là, le beau cadeau. J'ai cassé ma tirelire. Et ça, c'est moi qui l'ai acheté rien que pour le concours. Petite parenthèse terminée. Ultimate Spider-Man est un succès, vous le savez. Et donc les Ultimates, on se réjouit bien entendu de leur retour. On se réjouit bien entendu de les voir arriver très prochainement dans nos contrées. Donc j'y crois beaucoup parce que des auteurs pas ou peu connus, ça peut donner quelque chose de quelconque et banal, mais ça peut donner quelque chose de formidable. Des gens qui ont tout approuvé, et peut-être que le prochain gros titre, ce sera ça. Ça, on ne le sait pas, c'est l'histoire qui le dira, bien entendu. On parle évidemment des adaptations avec, je vous l'ai dit dans les titres, un projet un petit peu fou découvert dans les pages de l'Obs, puisque la réalisatrice Justine Triet, qui est en train de cartonner avec son Anatomie d'une chute. Le film arrive sur Canal+, vous le savez, il va certainement triompher au César. On verra s'il obtient des statuettes. Et les Oscars arrivent également. Déjà énormément de prix, BAFTA, Golden Globes, beaucoup de prix pour ce film. Et puis 1,7 million d'entrées en salle, quand même, c'est pas rien. Justine Triet a été aperçue à la Galerie Martel pour l'inauguration de l'exposition sur les dessins de Daniel Close avec Daniel Close. Il était là, il y a une photo avec les deux, et il se murmure, mais c'est pas signé, que le prochain projet de Justine Triet, qui est convoité par Hollywood, parce que vous le savez, dès qu'il y a un Français qui cartonne, Hollywood veut le récupérer. Souvenez-vous, Jean Dujardin, qui a fait quand même 2 apparitions dans 2 films américains, dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese et dans un film de George Clooney. À chaque fois qu'il se passe quelque chose avec un acteur ou une actrice française, ou avec, on le retrouve sur un projet américain. On a vu évidemment Jean-Pierre Jeunet réaliser du Alien. On a vu évidemment
eh bien Omar Sy en Bishop, et ouais, Omar Sy en Bishop, c'est incroyable, eh bien peut-être que nous verrons un succès avec ce Monica, bientôt au cinéma, par Justine Triet. Ça cartonne, hein, plus de 10 000 exemplaires vendus en France, c'est un énorme phénomène, et donc pourquoi pas une adaptation demain. Nous en reparlerons quand on en saura plus. Au niveau des X-Men, eh bien je vous le disais en titre également, on le sait, l'ère Krakoa se termine en mai. Les derniers titres vont sortir de toutes les séries en cours, avec notamment la fin de Fall of the House of X avec le 5e numéro, et la fin de Rise of the Power of Ten avec le 5e numéro, et bien sûr les derniers numéros des séries régulières. Les X-Men de Jerry Duggan se terminent avec le 34e épisode, et Wolverine se termine avec le 50e. À partir du mois de juin, on devrait avoir un Wolverine numéro 1 par Greg Capullo. Ça a été évidemment spoilé par les internets, et on devrait avoir une nouvelle série X-Men qui, selon Bleeding Cool, pourrait s'appeler Uncanny X-Men. Et donc, nous serons attentifs à cette nouvelle direction et à ce nouveau départ, et surtout aux créateurs attachés à ces projets. On espère des grands noms, et on espère des gens comme Dick Irwan. J'ai oublié de vous dire que tout à l'heure, sur le Ultimates numéro 1 qui arrive en juin, c'est Dick Irwan qui fait les couvertures. Voilà une information que j'avais oublié de vous donner. Une petite information concernant la série télé The Boys. La 4e saison arrive le 13 juin sur Prime. On l'attendait, ça va être assez fou, et je pense que vous serez très nombreux à l'attendre. À propos de date de sortie, nous avons enfin la date de sortie du film The Crow. The Crow, le remake, vous le savez, du film d'Alex Proyas avec Brandon Lee qui a 30 ans. Ce film qui a marqué une génération. Le personnage de The Crow a marqué une génération de lecteurs et de cinéphiles. C'est un film culte pour tout un pan de ma génération. Son côté noir gothique, son côté Edgar Allan Poe, le côté romantisme pur, ce côté baudelairien et noir et complètement triste et complètement touchant, revient dans une nouvelle adaptation. Vous savez, c'est un film produit en dehors des studios américains, production indépendante qui sera distribuée pays par pays. Ça arrive le 7 juin chez Lionsgate aux États-Unis. On attend la confirmation d'une date de sortie en France. Le film devrait sortir partout dans le monde, a priori de nombreux pays ont préacheté le film. J'ai cru comprendre que c'était la famille Hadida qui produisait le film, et donc on pourrait retrouver le film chez Metropolitan Film Export en France. The Crow, c'est un phénomène, le film était un phénomène, sa suite avait beaucoup moins bien marché avec Vincent Perez, souvenez-vous. Il y a même une série télé avec Marc Dacascos. C'est un véritable phénomène, et on se réjouit du retour sur le devant de la scène de ça, et peut-être qu'une édition française digne de ce nom du récit original de James O'Barr pourrait voir le jour. À cette occasion, en rêve en tout cas, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus disponible. Je pensais l'avoir dans ma collection, je ne l'ai pas retrouvé, et du coup j'ai voulu la racheter et je ne la trouve pas non plus. Sachez que The Crow est édité en ce moment, parce qu'il y a plein d'autres séries The Crow, des extensions de l'univers, un peu comme Spawn, avec plusieurs incarnations de Spawn. Il y a plusieurs incarnations de The Crow, toutes supervisées par son créateur James O'Barr. Elles sont quasiment toutes éditées, je crois qu'il y a une quinzaine d'albums chez Vestron. Vous les trouverez un peu partout sur les internets. Vous tapez The Crow Vestron et vous trouverez tout le catalogue. De grands noms sont attachés à ces projets, comme Charlie Adlard, Jim Terry, Phil Lester et bien d'autres encore. Donc voilà, donc The Crow a enfin une date de sortie. On en parlait il n'y a pas longtemps et on se réjouit. À propos de cinéma, on a une information très bizarre, puisque Warner a communiqué sur le budget du film Joker 2 qui s'appelle À la folie, c'est ça, La folie à deux, voilà, pardon. Le Joker, le premier film avait coûté très peu, ça avait été produit un peu de façon indépendante. Warner ne croyait pas au projet, c'était une société tierce qui avait produit le projet pour Warner et qui a encaissé les énormes bénéfices. Warner n'a touché qu'une infime partie des bénéfices de ce film, sachez-le. De temps en temps, les studios ne veulent pas prendre de risques et laissent
c'est d'autres boîtes, d'autres strates, des boîtes que vous ne connaissez pas, hein, qui n'ont pas pignon sur rue et qui ne sont pas visibles du grand public, qui prennent ce risque financier. Et quand ça marche, eh ben, c'est le jackpot. Le premier film avait coûté, je crois, 60 millions de dollars et donc était pour. Alors certains disent produit de façon indépendante, mais 60 millions de dollars, c'est quand même un beau budget. Le deuxième devrait coûter 200 millions de dollars. Alors le chiffre est évidemment pharaonique parce qu'on pensait que les films à 200 millions de dollars, eh bien les studios en étaient revenus. A priori, les cachets des acteurs eh bien, sont énormes. 20 millions de dollars pour le retour de Joaquin Phoenix. Bon, il a c'est lui qui incarne le Joker et donc qu'il touche une énorme partie du gâteau, c'est normal. Lady Gaga devrait toucher 12 millions de dollars. Alors d'un côté, est-ce qu'on va entendre certaines personnes crier qu'elle ne touche pas autant et que c'est dégueulasse? De l'autre côté, elle est connue comme chanteuse, beaucoup moins comme actrice, même si elle a fait des rôles marquants. Mais si vous mettez Lady Gaga en tête d'affiche d'un film Harley Quinn, est-ce que le film fera 1 milliard? Je ne sais pas. Souvent, les salaires sont évidemment, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est juste une question de notoriété et de capacité à faire entrer les gens dans les salles. 12 millions pour une actrice qui est une chanteuse talentueuse et une excellente actrice, mais qui n'a pas 10 succès à son actif, eh ben c'est un énorme salaire. Voilà, ça, il faut quand même le souligner. Il n'y a aucun sexisme là-dedans. C'est juste la réalité du marché, voilà, tout simplement. Moi, ma réflexion sur ce récit, c'est pourquoi Warner communique sur les budgets. Et d'ailleurs, pourquoi les studios communiquent sur des budgets. Alors peut-être que c'est une obligation syndicale, mais moi en fait je m'en fous de savoir si le Joker 1 ou le Joker 2 a coûté 60 ou 70 ou 200 millions. En fait ce que je veux c'est des bons films. Je peux attendre 5 ans pour un bon film. Le Batman, j'ai attendu longtemps, je l'ai même vu longtemps après tout le monde. Le Batman de Matt Reeves, c'est un excellent film, je suis content de l'avoir vu. Je me fous de savoir combien ça a coûté. Pourquoi fait-on la promo des films comme Madame Web sur son budget 80 millions de dollars et sur le Marvel à 250 millions de dollars? Le grand public s'en fout, on veut des bons films. Communiquer sur les qualités du film, communiquer sur son casting, sur ses effets spéciaux, sur sa musique, sur son montage, sur toutes ses qualités, mais le budget, on s'en fout. Le budget, c'est qu'un studio perde de l'argent sur un film, c'est pas notre problème. Faites des bons films, nous on ira les voir, c'est ce que je dis tout le temps. Vraiment, je ne comprends pas, parce que du coup les gens parlent de ça, et les gens parlent de rentabilité. Les gens, j'ai vu toute la journée d'hier parler sur les réseaux sociaux de « Ah, il faudra qu'il fasse 1 milliard pour être rentable, etc. » Mais on s'en fout de la rentabilité. Que Warner gagne ou perde de l'argent sur ses films, on s'en fout, c'est pas notre problème. Et de toute façon, ils ont des assurances, de toute façon, ils ont des machins. Enfin, ces studios gagnent des millions sur tous les dizaines de milliers de films qu'ils ont sortis. Tous ces films sont exploités, revendus, ils passent à la télé, ils passent sur les plateformes, ils ressortent en 4K. Ces films rapportent des millions tous les ans aux studios, ils sont pas en danger. Ces studios, Warner n'est pas en danger, Disney n'est pas en danger. Donc dormez tranquille, allez voir des films, allez voir des bons films surtout, et retournez commenter les budgets de ces films. Ce que je viens de faire, hein, je viens de commenter le budget. Moi je veux juste des bons films, je m'en fous de savoir combien ça a coûté. Si un film coûte cher, mais si ça se voit à l'écran, eh ben, tant mieux, voilà, tout simplement. Voilà. Je voulais vous parler des sorties VO, parce que hier je suis allé faire mon tour à Paris, et j'ai ramené un peu de VO, et je voulais parler des 3 titres qui ont fait l'objet d'une vidéo mercredi, quand je vous annonçais les très belles sorties qui arrivaient en VO cette semaine. Le premier, c'est eh bien, le Spawn 350. Excellent, que je n'ai pas encore lu, mais regardez 350. Quand Todd McFarlane a fait un 300e Spawn, déjà c'était la folie, et là 350 c'est taré. Cette couverture elle est signée Todd McFarlane, elle est magnifique. Todd McFarlane qui est également au scénario avec Rory McConville, au dessin c'est Brett Booth qui prend les rênes. Vous savez, Brett Booth il a fait 24 numéros de la série Gunslinger, et maintenant il reprend Spawn, donc il va devenir dessinateur numéro 1 et régulier de la série Spawn, et ça c'est la fête. La couverture est magnifique, et ce premier numéro, enfin ce 350e numéro, il est génial. Vous connaissez mon amour pour Todd McFarlane, mon respect pour l'artiste qu'il est, l'entrepreneur fou, incroyable, génial, et son succès. Voilà, je salue son succès, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il a décidé d'arrêter de prendre des chèques chez Marvel pour dessiner des choses qu'il ne voulait plus dessiner, et prendre son destin en main. Et il a eu un courage incroyable, et il a lancé ce comics absolument fou qui nous régale depuis toutes ces années. Donc c'est l'incroyable succès de Spawn, 350e numéro, on sera là pour fêter le 400e.
Du coup, il y a plein de couvertures et j'ai craqué parce que alors déjà c'est un numéro qui coûte pas moins de... D'habitude ça coûte 2,99 mais celui-là est un petit peu plus cher, 4,99 parce que c'est un numéro double. Carlo Barberi qui vient de faire une trentaine de numéros, et bien qui dessine quant à lui la backup story, l'épilogue. C'est pas une backup, hein, c'est un épilogue, voilà. Carlo Barberi dit au revoir à Spawn et il va dessiner donc l'autre série, hein, il va partir sur Gunslinger, puisque c'est un fidèle collaborateur de Todd McFarlane, et donc c'est lui qui dit au revoir à la série. Donc il y a plein de couvertures, j'en ai pris 3, hein, parce que je me suis dit bah, ça coûte 5 $, donc 5 €, donc on va en prendre 3. J'ai pris la couverture de McFarlane, j'ai pris la couverture de Puppeteer Lee, qui était tout simplement sublimissime, et j'ai pris la couverture de Jonathan Glapion, qui est, souvenez-vous, l'encreur de Monsieur Greg Capullo, et qui en fait, on se rend compte que c'est un artiste génial. Jonathan Glapion, il va faire une série également chez McFarlane dans les prochains mois, et on en reparlera évidemment. L'autre titre que je ne voulais pas rater, c'était Le Zorro de Sean Murphy, deuxième épisode, magnifique couverture, avec quelques dessins fabuleux comme celui-là. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai juste feuilleté. C'est trop beau et j'adore Sean Murphy. Ça arrive en version française. Il y aura 3 éditions chez Urban à la fin de l'année, à la rentrée même. Une édition normale, une édition noir et blanc et une masterclass édition qui risque d'être magnifique, qui sera la copie de l'édition à 100 balles aux États-Unis sur le Kickstarter. Nous, elle ne coûtera que moins de 30 € je crois. Et puis bah, l'événement, je vous l'ai teasé tout à l'heure, c'est le deuxième numéro de Ultimate Spider-Man, deuxième numéro de Ultimate Spider-Man. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai vu quelques commentaires en ligne de gens qui disaient que c'était trop bien. Et donc, bah, je vous en parlerai plus tard. J'ai un peu craqué aussi, parce que donc, bah, ça c'est un épisode qui coûte 5 $, parce qu'un single issue ça coûte 5 $ aux États-Unis maintenant. J'ai pris cette couverture qui est magnifique, parce que je la trouvais pop, très pop, et je la trouvais vraiment super. Je crois, si je ne me trompe pas, que au dessin c'est Elisabeth Torque qui fait cette couverture. Si je me trompe, dites-le moi, mais en tout cas je la trouve super chouette. Évidemment on inverse les rôles parce que d'habitude c'est Mary Jane qui dit Face it Tiger, you just hit the jackpot. Et puis bah, j'ai craqué pour la couverture de Dike Ruan. Elle était un peu plus chère, mais elle était tellement belle, je me suis dit, allez, voilà. Donc j'ai le 1, j'ai le 2, je vais lire le 2, et je vous rappelle que dans les prochains jours, cette semaine certainement, enfin la semaine prochaine, eh bien je vous offrirai Ultimate Spider-Man numéro 1 de second tirage. Voilà, j'en ai acheté un en plus, pas plus tard qu'hier, et je vais vous l'offrir. Mais pour ça, il faudra évidemment suivre la chaîne, vous abonner, et il faudra évidemment être au taquet. Et je compte sur vous. Voilà pour cette émission, 17 minutes d'amour et de bonheur. Merci. Si vous voulez que je continue toutes ces émissions, eh bien, je vous invite à aller sur le compte Tipeee. Je le dis dans toutes les émissions, mais personne n'y va. Voilà, donc cliquez dessus et continuez à mettre ce que vous pouvez en fonction de vos moyens, parce que c'est ça qui fait vivre cette chaîne, en plus de la passion évidemment. Merci à vous, merci à tous, et on se reparle très vite pour parler comics. Salut!